Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. 11h03, nous allons évidemment parler de la réforme des retraites. Oui, ça ne va pas vous étonner. Ça fait plusieurs débats que nous organisons autour de la réforme des retraites. Ça avance, hein, et beaucoup de choses se passent. Et cette semaine, d'ailleurs, c'est une semaine pas décisive, parce qu'il y aura à la fois de nouvelles discussions, évidemment de nouveaux débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque ce texte va faire un aller-retour. Et puis, il y aura la rue, et la mobilisation dans la rue, mobilisation extrêmement forte jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle va rester aussi forte? Est-ce que la rue décide plutôt que l'Assemblée nationale ou le Sénat? Nous allons parler de tout cela. La France à l'arrêt, nous disent les syndicats pour le 7 mars. France bloquée. Est-ce une solution de bloquer la France? Nous allons débattre de tout cela. 11h, 12h, et nous allons aujourd'hui aussi regarder l'actualité. Bien, avec nos invités, plusieurs invités, par ordre alphabétique, Luc Faré, qui est secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Luc Gras, qui est politologue. Bonjour. Bonjour. Et Thibault Langsade, PDG de Lumines, ancien vice-président du MEDEF. Bonjour Thibault Langsade. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Alors regardons d'abord l'actualité avant de parler de l'index senior. Cette rencontre, et là je me tourne vers vous, Luc Faré, cette rencontre aujourd'hui entre certains syndicats et les dirigeants et certains dirigeants de la NUPES. Parce qu'il y a certains désaccords sur la conduite à tenir contre cette réforme des retraites. Est-ce que l'UNSA sera présente à cette rencontre, Luc Faré? Eh bien, écoutez, à ma connaissance, je n'en sais rien, donc je ne vais pas répondre directement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous souhaitons, avec l'ensemble des organisations syndicales, que le débat au Parlement puisse avoir lieu, que l'article 7 soit étudié et qu'il puisse montrer le désaccord de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons que l'article 7 disparaisse. Donc de vous ce projet demandez aujourd'hui, notamment à la France Insoumise, de retirer les milliers d'amendements déposés pour que l'article 7 soit voté avant vendredi minuit. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que le débat parlementaire puisse avoir lieu de façon à montrer clairement au gouvernement ces amendements. Il faut retirer les amendements s'il faut les retirer. Je ne vais pas intervenir dans le débat parlementaire autrement que d'émettre un souhait, celui de voir une opposition au retrait, au recul de l'âge légal de 62 à 64 ans. Je vous dis ça parce que je regarde la dernière dépêche d'agence, j'aime bien regarder les faits, ce qui m'intéresse. Il y aura une réunion, que se passe-t-il? Alors, je crois qu'il y aura la présence de la CGT, de Solidaire, de la FSU. Donc de la FSU. C'est une invitation qui a été lancée par certains à la NUPES et des tensions sont apparues au sein de la coalition de gauche. On sait bien qu'il y a des tensions qui sont apparues au sein de la NUPES. Je me tourne vers vous, Luc Gras. Il y a des tensions aujourd'hui entre LFI d'un côté, les écologistes et les socialistes de l'autre. Alors, il y a des tensions comme toujours en politique. Oui, voilà. Oui. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des tensions pas tant sur le fond que sur la forme. Sur la stratégie à adopter. Voilà, sur la stratégie, pas tant sur le fond. Sur le fond, comme l'a très bien dit, il y a un rejet de l'article 7 dès 64 ans. Après, dans la manière de faire, il y a plusieurs possibilités. Il y a une manière un peu réformiste, inspirée principalement par le Parti socialiste, qui est de dire on discute vraiment amendement par amendement et on essaye d'être d'une certaine manière alternatif. Et il y a l'autre solution plus radicale, mais comme disait Danton, de l'audace, toujours de l'audace, qui habite plutôt la NUPES, qui est de dire on y va, on rentre dedans et on s'oppose systématiquement. Oui, mais on s'oppose systématiquement, mais là, avec l'obligation de retirer ces amendements si l'on veut que l'article 7 soit discuté, voté ou pas, alors, vendredi. Dès lors que l'article 47.1
a été a inspiré le gouvernement. Ouais, le 47.1 qui fixe un temps du débat. Exactement. Et qui fixe la limite à vendredi minuit. Exactement. Dès lors qu'on est dans un cadre contraint, évidemment que s'il y a trop d'amendements, on ne pourra pas aller à l'article 7. Ce serait une nécessité que chaque représentant de la nation puisse se positionner. D'où la raison de cette rencontre cet après-midi pour fixer une stratégie commune, si je comprends bien, entre les syndicats et les parlementaires de gauche qui s'opposent à la réforme. Thibault Langsat, comment regardez-vous tout cela ? Avec beaucoup de tristesse, parce que on voit qu'il n'y a pas de débat. C'est ça le fond. C'est que la NUPES est dans une logique d'obstruction, démagogique, sans profondeur, sans idée, et d'imposer par la violence verbale, et elle l'a démontré ces derniers jours, finalement, une position qui n'est pas réfléchie. Et c'est ça qui est, pour moi, extrêmement dur. À la fois pour mon pays, et dont les répercussions peuvent être un moment sur les Français, sur les entreprises, sur notre économie. Est-ce que cette violence verbale qui s'est exprimée ces derniers jours, j'imagine que vous la condamnez. Oui, je la condamne et complètement. Est-ce qu'elle nuit à votre lutte contre cette réforme des retraites ? Je crois que oui, parce que les Français, en toute responsabilité, disent non au gouvernement d'avoir ce recul d'âge légal à 64 ans. Ils le disent clairement parce qu'ils ne veulent pas, et en particulier pour tous ceux qui ont des métiers difficiles, travailler 2 ans de plus. Et je crois que dans toute responsabilité, ils manifestent, ils défilent calmement, ils défilent en respectant les institutions et en respectant les règles de notre démocratie. Et avoir un député qui insulte un ministre ou un autre qui met en scène une situation scandaleuse, antidémocratique selon moi, oui, je le condamne. Mais, je le dis ici, l'important est ailleurs. Si le gouvernement retire son texte, la question est réglée. Or, je crois que cette réforme est toujours injuste, elle est toujours brutale, et elle n'est pas urgente. Donc, dans tous ces éléments, je pense vraiment aujourd'hui que le gouvernement pourrait prendre la décision dès aujourd'hui, dès demain, à l'issue de la manifestation du 16 février à laquelle nous appelons, de retirer ce projet et de rouvrir réellement des discussions, parce qu'il faut se le dire ici, les discussions qui ont eu lieu préalablement n'ont pas permis d'écouter toutes les propositions que nous souhaitions faire. Et nous avons des propositions, c'est vrai que nous sommes peut-être en désaccord, mais en tout cas, elles n'ont pas été mises au débat face à l'Assemblée. Nous allons mettre tout ça, nous mettons tout cela au débat en permanence, mais vous me conduisez vers la mobilisation de demain qui s'annonce moyenne. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une partie de la France qui est en vacances, deux zones en vacances, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, parce que beaucoup se réservent pour le 7 mars. Et je voulais que l'on parle de ce 7 mars. Le 7 mars, c'est un jour clé dans la contestation et dans la mobilisation contre cette réforme des retraites. Pourquoi clé ? On annonce une forte mobilisation, on annonce de gros rassemblements dans les rues, on annonce des grèves partout. Vous voulez faire de cette journée du 7 mars une journée clé, on est bien d'accord, Luc Faré. Tout à fait. Tout se jouera le 7 mars ? Écoutez, d'abord peut-être que, je le redis, si le gouvernement a retiré son texte, la question du 7 mars ne se posera plus. Si le gouvernement ne retire pas son texte, le 7 mars, si le gouvernement ne le retire pas, le 7 mars devient alors un élément important de notre mobilisation, et nous appelons l'ensemble des organisations syndicales, et on a utilisé l'expression la France à l'arrêt. Donc nous appelons, et moi je le dis ici, des appels à la grève dans tous les services publics, dans toute la fonction publique que je représente ici, de façon à bien montrer au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec ce choix de société, cette perte de liberté qu'implique ce passage de 62 à 64 ans. Grève reconductible ? Écoutez, d'abord le 7 mars, ensuite... Je vous dis ça parce que dans le communiqué commun entre syndicats, le mot reconductible n'existe pas. Et d'ailleurs, je vous réponds en vous disant que le 7 mars doit être un moment fort dans lequel la France sera à l'arrêt. Et puis, nous continuerons le 8 mars à parler en particulier des femmes,
parce que l'une des victimes, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, de cette réforme, ce seront les femmes qui ne verront plus en particulier tous les avantages liés à la maternité qui seront qui seront effacés par cette réforme, pour toutes celles qui aujourd'hui ont une rémunération inférieure, ont des carrières hachées et qui ne pourront pas bénéficier des 1 200 € dont on parle, donc par le gouvernement. Donc aujourd'hui, les femmes sont les premières touchées par cette réforme. Bien, et donc le 8 mars, on sera sur ce sujet. Bon, pour l'instant, vous ne parlez pas, vous, de grève reconductible. Nous, je vais donner la parole à Thibault Langsade, mais Luc Gras, on voit débat à l'Assemblée nationale qui va passer ensuite au Sénat, et puis retour à l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est une chose, débat parlementaire plus ou moins bancal, hein, jusqu'à maintenant. Et puis cette grande mobilisation attendue par tous les syndicats, voulue par tous les syndicats, et tous ceux qui refusent cette réforme, le 7 mars. Ce sera un tournant. Il y a une opposition, là, enfin une opposition, il y a deux jeux parallèles, le jeu parlementaire et le jeu de la rue. Alors c'est de la mobilisation. Ça s'appelle la vie démocratique. Oui. Donc il y a un point, c'est que l'Assemblée nationale, on l'appelle le temple de la démocratie, le cœur de la démocratie, et on ne galvaude pas un cœur. Et donc il faut vraiment une certaine tenue à l'Assemblée nationale pour que ce soit utile. Ça c'est un vœu pieux. L'autre chose, c'est qu'évidemment les manifestations, moins les manifestants ont le sentiment d'être écoutés, plus ils vont aller chercher la confrontation. Et je trouve dommage et c'est ce que t'es dit auparavant par Thibault Langsade, c'est dommage qu'on n'ait pas bien posé le sujet principal, qui est le rapport au travail dans ce pays. Et on voit à travers les études d'opinion, les sondages, etc., qu'en réalité c'est un choix de société qui revient d'ailleurs, ça fait la 8e réforme en 25 ans des retraites qu'on a. Donc on n'arrive pas en France à poser cette question. On peut très bien garder la retraite à 62 ans, en tout cas c'est le souhait de plus de 50% des Français depuis le début de l'annonce de la réforme. On peut, mais il faut se poser la question, on la finance comment? Voilà, c'est ça l'enjeu. Bien, bloquer la rue, bloquer le pays, bloquer la rue, occuper la rue, bloquer le pays, est-ce une solution, Thibault Langsade? En tout cas, c'est pas très innovant. On voit qu'on utilise encore les méthodes qui sont historiques pour la France, c'est sa contestation traditionnelle. Donc c'est pas très innovant. Le second point, c'est que ça coûte cher. Voilà, on peut se poser la question du coût lié à ce journée de grève et qu'il se multiplie. Donc selon les estimations, ça peut coûter entre 500 millions et 1 milliard par journée qui a été chômée en fonction de l'intensité qu'il y a et de la mobilisation. Mais enfin, ce n'est pas rien, parce que quand vous commencez à accumuler les journées sur le long de la réforme, c'est quand même des jours qui ne participent pas, on va dire, à notre économie et qui viennent en diminution de notre produit intérieur brut. C'est également des jours qui vont taper sur le pouvoir d'achat des grévistes qui auront porté cette contestation et qui, on va dire, là aussi, est un point important. Donc c'est pas innovant, ça coûte cher. Et puis, il y a tout de même quelque chose qui me perturbe, c'est que je comprends la mobilisation, en tout cas je l'entends, qu'on puisse se mobiliser, c'est un droit, évidemment qu'il faut respecter, protéger, je le redis, mais les dommages collatéraux tombent toujours sur des entreprises, sur des particuliers qui, eux, peuvent adhérer, mais qui sont victimes d'une certaine façon des dommages collatéraux que peuvent provoquer ces manifestations et ces journées de grève. Je pense à tous ceux qui continuent à travailler, qui ne pourront pas travailler dans des conditions satisfaisantes. Je pense à les entreprises qui auront, dont on va dire leur chiffre d'affaires seront entravés pour pouvoir pendant ces journées de mobilisation. Voilà, la notion de grève générale, elle est perturbante quand vous êtes un patron de PME, TPE. On va dire, et quand bien même vous êtes un patron de TPE, PME et qui, on va dire, de cœur a envie de soutenir les manifestants, c'est votre propre chiffre d'affaires qui est impacté au titre de la solidarité. Je vais, Luc Farret va vous répondre juste après la pub, mais vous-même, vous êtes favorable à cette réforme ou pas? Ah oui, moi je suis favorable. Vous la défendez? Mais moi, je la défends de façon très simple. Les jeunes arrivent sur le marché du travail avec 3 ans de plus par rapport à notre aînés. Le taux moyen de départ à la retraite dans l'Europe est en train de monter jusqu'à 67 ans. On a un système par répartition qui est un système extrêmement généreux qu'il faut continuer à protéger, donc il va falloir le financer. Et puis on est le pays où on a la protection sociale la plus forte. Voilà, il va falloir que l'on continue à protéger les Français et donc il va falloir que l'on fasse davantage d'efforts si on veut continuer à être protégé comme nous le sommes aujourd'hui. Bien.
11h17, Luc Faré va répondre juste après la pub. Et puis je reviendrai aussi tout à l'heure sur l'index senior qui a été retoqué, l'un des articles qui a été retoqué à l'Assemblée nationale hier soir. Il est 11h18. Bien, il est 11h20. Nous allons revenir sur l'index senior retoqué à l'Assemblée nationale, mais je voudrais poursuivre sur cette journée du 7 mars. Cette journée peut être suivie d'autres journées de mobilisation. Luc Faré, vous vouliez répondre à Thibault Langsade. Tout à fait, parce que pour moi, lorsqu'on évoque la retraite à 64 ans, cette obligation de continuer à travailler 2 ans de plus, c'est une perte de liberté. Et on n'a pas besoin de cet outil aujourd'hui si on veut permettre à des gens qui ont commencé à travailler tôt de partir en retraite. Je voudrais revenir sur le fait que les employeurs... des carrières longues... Permettez-moi juste de dire, je suis un peu choqué par la formulation que vous utilisez, parce que c'est une perte de liberté. Ce qui consisterait à dire que le travail est une aliénation. Non, pas du tout. C'est la façon dont vous le présentez. C'est une perte de liberté parce que vous pouvez aujourd'hui choisir de travailler jusqu'à 62 ans. Vous pouvez choisir de travailler jusqu'à 67 ans, jusqu'à 68 ans. Vous pouvez le faire. Alors que demain, vous ne pourrez pas partir avant 64 ans. Ça s'appelle la solidarité. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de personnes, et en particulier les agents publics, vont devoir travailler 2 ans de plus. Moi, je voudrais revenir sur les autres solutions. Alors attendez, juste un mot pour rappeler ce qui a été concédé par Elisabeth Borne hier sur les carrières longues, c'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé tôt à travailler cotiseront 43 ans et pas plus pour pouvoir prétendre à un départ à la retraite. C'est une petite correction d'une injustice. Mais ceci dit... C'est plus juste. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, c'est une correction d'une injustice qui était dans ce projet. Mais je reviens et je profite de votre présence pour essayer d'insister. Oui. Si aujourd'hui, nous augmentions les cotisations salariales concernant les retraites de 1%. C'est pas moi qui le propose, c'est François Bayrou. Nous arrivons à plus de 7 milliards d'augmentation de recettes. Oui. On dit aussi que si tous les seniors de plus de 55 ans étaient en emploi, nous aurions largement de quoi payer l'éventuel déficit. Si nous disions que les femmes pouvaient avoir des salaires équivalents à ceux des hommes, également. Donc ces 3 points montrent bien qu'il y a un véritable effort à avoir dans notre pays, ces 3 points, à la fois sur les salaires, les rémunérations, mais aussi sur les conditions de travail. Alors, Luc Faré, vous dites que ces 3 points n'ont pas été travaillés dans la réforme. Qu'en pensez-vous, Luc Gras ? Écoutez, je pense que c'est un peu, ça donne l'apparence aux Français, et les sondages le montrent, que c'est une réforme un peu de gribouille. On est là, on parle de 10 milliards. 10 milliards d'économies, alors que, on s'en rappelle tous, le Covid, ça a coûté entre 170 et 200 milliards à l'État. Il y a eu aussi le quoi qu'il en coûte, le fameux quoi qu'il en coûte, 240 milliards. Donc on voit bien les masses. En réalité, si on intéresse les gens à leur travail, même s'ils travaillent pas jusqu'à 64 ans, mais qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie d'aller chercher les marchés, etc., on voit bien que dans une dynamique un peu à la gaulienne, on irait chercher ces 10 milliards assez facilement. Donc le projet, la question c'est, on cherche, quand on est politique, Mendès France disait, gouverner c'est choisir. Et la noblesse du politique, c'est de faire des choix d'intérêt général. Il doit y avoir la dimension financière, bien sûr, mais pas que financière. Et moi je pense qu'une société moderne, c'est une société qui intéresse les gens dans leur travail et qui permettrait d'aller chercher bien plus que 10 milliards si les gens étaient motivés au travail. Et cette question-là n'est jamais posée. Thibault Langsade, est-ce qu'on ne parle que de finances dans cette réforme des retraites ? Est-ce qu'on a oublié ? Parce que c'est vrai que sur ces 3 points, elle n'a pas été vraiment très bien. Le travail des seniors, il n'y a pas grand-chose. L'index a été retoqué. Donc il n'y a plus rien dans le texte. C'est un peu le nerf de la guerre. Jean-Jacques Bourdin, on va avoir la dette de la France qui va dépasser les 3 000 milliards. 3 000 milliards. C'est la première fois. Que sur 10 milliards. Attendez, c'est la première fois dans notre histoire. C'est la première fois dans notre histoire que nos actifs
ne couvre pas la dette. Quand je dis nos actifs, ce sont nos musées, nos autoroutes, nos infrastructures, ce que nous possédons en France. Ça va du tableau, notre épargne, ça va de la Joconde à notre épargne. C'est la première fois que la dette que nous avons n'est plus couverte par nos actifs. Ça n'effraie absolument personne. Et donc je sais que dans certains, la dette, elle est aliénable, elle est peut-être ne pas remboursable. Non, je vais y revenir. Permettez-moi, je vais y revenir. Et donc, bien évidemment, la partie financière est le nerf de la guerre. À partir du moment où nous voulons maintenir un régime de protection sociale qui nous coûte plus de 550 milliards d'euros par an pour protéger les Français, soigner les Français, et également quand ils perdent leur emploi, assurer leur retraite, nous devons par conséquent trouver des voies d'amélioration. Et la voie d'amélioration, c'est ce que je pense, c'est ce que peuvent dire certains politiques indirectement, même s'ils ont corrigé. Je pense que nous pouvons, à partir du moment où nous avons une espérance de vie qui est plus longue, à partir du moment où nous avons une autonomisation dans le travail, avec des travails dits moins pénibles, ce qui ne concerne pas tout le monde, nous poser légitimement la question de travailler un peu plus pour équilibrer nos systèmes de répartition, mais également contribuer à cet effort qui nous permet de nous protéger, on va dire, chaque jour, chaque Français. C'est un élément important. Maintenant, voilà, tout ceci est mis au débat. Bien. Après, juste un point quand même, qui consiste à dire qu'il faut mettre une charge complémentaire sur les entreprises. Parlons-en. Oui, mais parlons-en. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a 330... Nous avons les prélèvements de charges qui sont les plus importants, d'Europe. Les retraites représentent 336 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui, le système est excédentaire. En 2021, 2022, 2023, et ce jusqu'en 2027. Parce qu'il est en partie sponsorisé par l'État. Il est sponsorisé par l'État. Pas vraiment, non. Essentiellement. En partie, donc il ne serait pas à l'équilibre s'il n'était pas pris en charge par l'État. Ça, c'est indéniable. Bon, pas complètement. Bon, monsieur Lansat. Maintenant, juste un dernier point de ma démonstration. Juste un dernier point. Quand les partenaires sociaux ont essayé de négocier sur les régimes des retraites complémentaires, qui couvrent plus de 20 millions de salariés. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais le point de départ d'âge à la retraite est aux alentours de 63,2. C'est-à-dire que quand les partenaires sociaux se sont dit comment on fait pour équilibrer le régime AGIC-ARCO, eh bien, la notion de travailler davantage pour équilibrer les régimes aujourd'hui excédentaires de 80 milliards de réserves, l'effort a été fait pour les cadres. Mais pas vrai, AGIC-ARCO, c'est pas que pour les cadres. C'est essentiellement pour les cadres. Les deux. Non, c'est pour les deux et ça couvre les deux. Non, ça couvre les deux. Oui. Mais le problème que vous posez d'équilibre, vous faites une globalisation. Oui. Or, le système de retraite, il est équilibré, et le Conseil d'orientation des retraites dit que les dépenses ne vont pas déraper. Bon, et nous, on vous fait des propositions pour pouvoir compenser ces 10 Alors attendez. Je vais revenir sur un petit mot sur les seniors, puis je reviendrai à notre sujet de base. Est-ce que vous n'avez pas d'autre solution que de bloquer la France Nous verrons ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, Lugrin? Merci, parce qu'en ayant la chance d'avoir un chef d'entreprise qui a réussi, je voulais lui poser la question. Dans votre entreprise, quand vous regardez vos salariés, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est de recruter, voire de conserver des gens qui sont motivés, qui vont chercher du chiffre d'affaires, ou d'essayer absolument de garder en emploi des gens qui sont moins performants, moins compétitifs? Les trois, mon capitaine, c'est recruter, motiver, fidéliser. Et aujourd'hui, ça passe par du pouvoir d'achat, ça passe par des dispositifs d'accompagnement, ça passe par de la formation. Donc pas exclusivement le financier, on est bien d'accord. Une entreprise ne vit pas que des choses. C'est la qualité de la mission. Je vous dis ça parce qu'il y avait l'idée, c'est la CGPE qui porte cette idée en disant on baisse les cotisations patronales pour permettre le maintien des seniors dans l'emploi, dans l'entreprise. C'est une solution. Mais c'est une solution, c'est un effet de masse. Après, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est l'employabilité de la personne. Vous, dans votre entreprise, ça vous inciterait à garder les seniors? Fondamentalement, non. Fondamentalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est la compétence de la personne. Et si la personne est compétente, je la garde le temps qu'il faut et plus si nécessaire. Donc, fondamentalement, moi, mon sujet, c'est la compétence. Aujourd'hui, j'ai des difficultés à recruter et tous les seniors qui sont compétents, j'essaye de les garder le plus longtemps possible et de leur donner les moyens accessoirement de gagner davantage. Quand vous essayez pour les garder. De recruter, est-ce que beaucoup de seniors sont candidats?
Est-ce que vous avez beaucoup de candidatures? Moi, j'ai une spécificité, c'est que je suis dans le numérique. Oui. Et donc, recruter des ingénieurs et des développeurs IT, c'est plutôt des populations jeunes, compte tenu de l'évolution trop rapide, on va dire, de ces métiers. Mais quand je recrute sur des avant-vendeurs, sur des chefs de projet, c'est l'expertise qui compte. C'est l'expertise, quel que soit l'âge. Mais quel que soit l'âge. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de responsables de secteurs patronaux qui s'opposent à cette réforme de 64 ans. Je pense dans le bâtiment, au métier de bouche, il y a une difficulté parce que les gens sont aujourd'hui, avec des conditions de travail telles qu'elles existent aujourd'hui, sont dans des situations physiques difficiles. Et aujourd'hui, nous, ce que nous disons, ces gens-là doivent pouvoir partir à la retraite plus tôt que, en tout cas, à partir de 62 ans. Et donc, nous, on pense que pour favoriser l'emploi, il faut de la formation, il faut qu'on se mette à pouvoir embaucher et maintenir dans l'emploi. Et ça, c'est de la responsabilité globale des employeurs. Bien, il est 11h30, nous allons prendre un témoignage. Celui de Johan, qui est dans le Lot-et-Garonne, qui est conseiller en formation. Très intéressant, à tout de suite. Bourdin. Bien, nous continuons à évoquer la réforme des retraites et puis ce blocage du pays le 7 mars avec tous nos invités, Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, Luc Gras, qui est politologue, et Thibault Langsad, qui est ancien vice-président du MEDEF, PDG de Lumines. Johan est là aussi, 0826 300 300 pour intervenir. Johan nous appelle du Lot-et-Garonne, Casteljaloux. Bonjour Johan, vous êtes conseiller en formation, hein? Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. En effet, conseiller en formation, tout à fait. Alors allez-y, racontez-nous, que vouliez-vous dire? Donc moi aujourd'hui, deux choses, parce que j'ai beaucoup à dire et je vais essayer de garder mon calme. Alors allez-y. Aujourd'hui, moi si vous voulez, je suis je remercie Luc Faré d'avoir parlé du métier de bouche, puisque moi je suis principalement dans les artisans du métier de bouche, donc qu'ils soient boulangers, bouchers, etc. Si on parle de l'âge légal du départ à la retraite, vous savez autant que moi que, allez on va dire, 50 à 60% des boulangers actuels ont commencé leur apprentissage à 14 ans à l'époque. Oui. Donc ces gens-là ont cotisé bien plus que leurs 43 trimestres et on leur demande encore de travailler 2 ans de plus. Imaginez... Non. Johan, ils vont cotiser 43 ans. Oui. Et au bout de 43 ans, ils vont pouvoir partir à la retraite. D'accord, sauf que pour certains, on leur demande de travailler bien plus que ils ne sont censés le faire. Mais non, cotisation 43 ans pour un départ à la retraite. Alors, travailler bien plus. Non, Madame Borne. C'est la concession d'hier, Johan, d'Elisabeth Borne. Non, mais voilà, donc ça, ok. Mais au-delà de ça, donc Jean-Jacques, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, donc déjà la concession d'Elisabeth Borne, donc elle a été entendue, mais quand même c'est venu après temps. Donc déjà il y a ce sentiment de justice là. Oui. Ensuite, je vais venir sur autre chose. Oui. Que fait l'État actuellement? Je vais parler de la hausse énergétique et de l'inflation. Que ces artisans-là, je dirais, vivent constamment tout le temps. Moi, vous savez, j'ai 800 à 900 clients sur mon portefeuille. Oui. Sur ces 900 clients, qu'ils soient boulangers ou bouchers, on va dire 2/3 de mon portefeuille ont perdu 70 à 80% de leur effectif. Est-ce que vous imaginez la gravité de la situation? C'est-à-dire que moi, je me retrouve avec des artisans à la limite de la dépression, pour la plupart qui ferment soit boutique, soit qui se retrouvent avec un vendeur et un salarié à la production, puisque aujourd'hui, au niveau des charges, au niveau de l'inflation des matières premières, que ce soit le beurre, la farine, le sucre, la hausse énergétique avec les compteurs, alors soi-disant que le gouvernement a proposé des solutions avec les compteurs jaunes, 35 kWh, etc. Mais combien se trouvent dans les petites lignes pour pouvoir réclamer leur aide? Moi, je vous assure d'une chose. Aujourd'hui, dans la ruralité et dans les petites villes qui représentent le sud-ouest, un secteur que je travaille, le constat, il est alarmant. Oui, il y a une grosse colère. Johan, merci Johan pour votre intervention. On a dépassé un peu le problème de la réforme des retraites, mais au fond, derrière aussi cette réforme des retraites, derrière la colère qui s'exprime dans la rue, il y a le pouvoir d'achat, il y a les difficultés rencontrées par tous ces artisans ou ces petits patrons de PME dues notamment à la crise de l'énergie. Il y a aussi les difficultés pour recruter. Et c'est quand même paradoxal. Voilà un pays qui est en difficulté sur de nombreux points et qui parallèlement voit son taux de chômage fortement baisser. Il y a quand même un immense paradoxe dans ce pays. Et c'est pour ça que c'était pas utile de faire cette réforme qui concerne
un paramètre, l'âge légal. Maintenant, il fallait, alors que nous vivons une crise énergétique, une crise de l'inflation avec un pouvoir d'achat qui diminue, il faut revoir évidemment la question salariale pour tous les Français. Et derrière cette question, il y a le salaire, puisque je représente les agents publics, des fonctionnaires et des agents publics, qui est posé aussi, puisqu'ils ont une revalorisation assez faible, 3,5%, alors que l'inflation est à plus de 6%, sans parler des retards antérieurs. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y avait d'autres sujets que la réforme des retraites. Pour nous, c'est vraiment important de le redire. Oui, Lugras. Non, mais je trouve que l'intervention est intéressante parce que c'est tout l'enjeu de cette réforme des retraites, au-delà des 10 milliards. Il ne faudrait pas que cette réforme des retraites nourrisse l'esprit d'insurrection. Et on comprend bien que, comme on voit dans les études d'opinion, que le pouvoir d'achat, c'est vraiment un sujet qui monte très fort dans les différentes études d'opinion. Et donc, il ne faudrait pas que les Français se disent, mais cette histoire des retraites, on veut nous faire travailler encore plus, mais nous, on n'arrive pas à finir le mois, comme tout le monde le dit, même autour de cette table. Thibault Langsade, derrière cette réforme, il y a toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses même. Il y a une multitude d'inquiétudes, mais on doit s'inscrire dans un effort collectif où on voit bien que nos services publics ne fonctionnent pas bien. Nous avons des carences qui sont de plus en plus importantes. On voit bien qu'on a des difficultés sur l'école, sur l'enseignement, sur la vétusté de nos installations. Non, mais attendez, moi je fais pas d'amalgame. Je vois bien la difficulté de l'intégration à l'école, je vois bien la difficulté qu'on a dans les lycées, je vois bien la difficulté des investissements que nous avons, je vois bien la difficulté du pouvoir d'achat des enseignants, et on peut le transposer à l'université. Je vois bien les difficultés que nous avons à l'hôpital, c'est criant de vérité, c'est nous rappelé régulièrement. Donc nous avons tous des efforts à faire, mais tout ceci nécessite des financements complémentaires avec des éléments de ressources. Donc on peut prioriser. C'est bien pour ça qu'on vous disait que peut-être un effort en matière de retraite collectif sur le financement aurait évité ça veut dire quoi? Moi je le dis, une augmentation des cotisations. Mais vous pouvez, on peut considérer. Vous étiez favorable à une augmentation des cotisations? On peut considérer qu'il faut augmenter les cotisations de 10 milliards sur les entreprises. Nous avons un différentiel de charges avec l'Allemagne de plus de 70 milliards. Ça ne fera que 10 milliards de plus. Et donc, à un moment, si on veut continuer à être compétitif, il faut toujours se poser la question de savoir s'il faut. 1% qui aurait été un problème en soi. Et je veux même aller un peu plus loin. Si nous avions collectivement dit on va agir sur ce levier de l'équilibre du financement en disant il y a un effort de l'ensemble des employeurs, on le demande bien aux employeurs territoriaux et hospitaliers, on leur demande 1% de plus, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour les entreprises, toujours dans le cadre de cette réforme. Alors, et on aurait pu demander... Ce sont pas les entreprises, sont quand même les impôts des Français. On aurait pu dire par ailleurs que l'ensemble des Français faisait aussi un petit effort en matière de cotisation. Et on aurait pu mettre ce sujet sur la table. Dans la fonction publique, on aurait cotisé un peu plus aussi. Dans la fonction publique comme ailleurs, puisqu'on fonctionne, on est sur les mêmes. Bon. C'est pas sans problème. La question du pouvoir d'achat, elle est complètement posée. Oui, mais je dis aussi, imaginez qu'on dise aux Français aujourd'hui, on augmente vos cotisations. Alors que les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Eh bien, c'est un vrai souci, et c'est pour ça que nous disons à la fois si on augmente les salaires. Il y a une entrée supplémentaire d'argent parce que les cotisations sont calculées en taux. Et on efface une partie des 10 milliards de déficit. Donc il ne faut pas qu'on oublie tout ça. Si on disait on augmente les salaires des femmes, eh bien on augmente les cotisations. Enfin, tout ça est mécanique. Mais ceci permet d'équilibrer le petit les trou salaires, de 10 milliards. Il faut que les entreprises puissent augmenter les salaires. Alors certains peut-être le peuvent, oui. Certainement même, mais d'autres ne le peuvent pas. Et je pense, encore une fois, ici, je défendrai toujours toutes les PME, les petites PME qui, elles, ne peuvent pas augmenter les salaires. On vient d'en avoir un exemple, là. Hein, oui. Alors, deux observations. Je trouve que la discussion qu'on vient d'avoir, là, c'est très parisien. C'est pour ça que tous les gens vont dans les manifestations en province, etc. Il y a un mal-être dans ce pays depuis des années. Il y a des difficultés de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on ne peut pas retourner un peu la table? Sous la 4ème République, on avait des problèmes économiques. Général de Gaulle est arrivé, il a changé les règles. Il faut qu'on change les règles. Il y a un mot
qu'il faut mettre au centre du débat politique, c'est le mot motivation. Par ailleurs, moi je fais un petit peu de médiation. En médiation, on va chercher les besoins des gens. Donc allons voir quels sont les besoins des Français aujourd'hui. Et la grandeur du politique, c'est de mettre en équation les réponses à ces besoins. Un travailleur qui travaille jusqu'à 60 ans, qui est motivé dans son travail, rapportera beaucoup plus, y compris financièrement, à son entreprise qu'un gars qui reste à traîner jusqu'à 62 ou 64 ans. Voilà l'enjeu. Complètement d'accord avec vous. Oui, mais quelqu'un qui est satisfait de son travail peut travailler jusqu'à 64 ans sans aucun problème. Tout à fait, il peut le faire. Vous aviez reçu, Jean-Jacques, une dame, là, Georgette, 87 ans. Paulette, pardon. 87 ans, c'était incroyable cette interview. Parce que c'était extraordinaire. Quand vous êtes motivé au travail, vous n'avez pas besoin d'être obligé de rester jusqu'à 64 pour y rester. Mais la réponse, elle est certainement là. Comment fait-on aujourd'hui pour permettre aux gens de rester en emploi jusqu'à 62 ans. Comment faisons-nous avec de la formation, avec des conditions de travail qui sont améliorées et dans lesquelles on remet au centre toutes les conditions de travail. Et s'ils veulent pas, on les oblige. Mais c'est pas possible. En 2023, on peut pas faire une réforme comme ça parce que on doit s'appuyer, y compris pour le chiffre d'affaires, sur la volonté des gens d'y aller. Dans une société moderne, vous ne pouvez pas emporter un peuple sur des règles figées, générales, pour tous. Ça n'est pas possible. Le rôle du législateur, c'est de produire des lois qui incitent, qui invitent, qui stimulent, mais pas qui imposent. Et donc là, la loi risque d'imposer 64 ans. La loi impose parfois. La loi, elle est d'intérêt général. Oui, Jean-Jacques. mais la loi, c'est la règle pour tous. Parfois, elle est impopulaire et nécessaire. Bien Ça sûr. arrive aussi. Bien sûr. Oui, Thibault Langsade. Non, moi, ce que on parle il y a beaucoup de populations spécifiques dont nous devons encore travailler sur du paramétrique, notamment sur les carrières cabossées, sur les carrières longues, sur la pénibilité. Mais il y a une grande majorité des Français qui, Dieu merci d'ailleurs, ne sont pas concernés par toutes les discussions de détail que nous avons. C'est pas du détail quand on parle de pénibilité. Attendez, non, je vous dis qu'on doit travailler sur la pénibilité. Mais la pénibilité, elle ne concerne pas tous les jobs. Non, mais elle en concerne beaucoup. Elle en concerne beaucoup, mais pas la grande majorité. On pourrait renforcer les critères de pénibilité qui ont été retirés. On peut les renforcer. On pourrait parler du bruit. On pourrait parler. Ce qu'il plaide à partir du moment où on les renforce, de maintenir un départ à la retraite plus tard. Ce qui me semble important. Les efforts que nous devons faire pour pouvoir assurer nos régimes de protection passera par le travail et pas par des évaluations et des réévaluations de cotisations. Bien, je voudrais, là, dans les dernières 10 minutes, on va revenir sur ce 7 mars. La loi sera, nous verrons, mais probablement votée et adoptée. Nous verrons, mais on se dirige vers ça. Et ensuite, que va faire la rue ? Qu'allez-vous faire dans la rue après le 7 mars, Luc Faré ? On va en parler. Attendez, 11h44. Il est 11h48. Le 7 mars, donc, la France sera mise à l'arrêt. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, Luc Faré, vous et tous les syndicats. Bien. Imaginons que le texte de loi soit voté. Il sera voté, ce projet de loi, ce texte. Si la journée du 7 mars a lieu, ça veut dire que effectivement, il n'aura pas été retiré par le président de la République ou par le gouvernement. Alors, 7 mars, blocage du pays, et le 8 mars, et le 9 mars. Vous faites quoi ? Donc, d'abord, réussissons le 16 février. Réussissons le 7 mars. Il y aura moins de monde demain, vous le savez bien. Ensuite, nous déciderons ce qui se passera le 8. Le 8, nous avons déjà dit que nous insisterons sur toutes les carrières féminines. Nous allons parler des femmes, de l'égalité professionnelle femmes-hommes et de montrer en quoi on pourrait enfin avancer de façon significative, y compris dans la fonction publique, sur la rémunération des agentes, de façon à permettre à la fin, au moment du départ à la retraite, d'avoir une retraite sensiblement la même. Luc Faré, on va insister là-dessus le 8. Non, vous allez insister le 8, mais bon, jusqu'à quand allez-vous pouvoir canaliser la colère des Français, de certains Français, d'une partie de la France ? Jusqu'à quand, je le redis ici, les Français suivent les organisations syndicales unies dans l'unité. Pour l'instant. Et les organisations syndicales, en responsabilité, ont su montrer à tout le pays que nous étions en capacité d'organiser des rassemblements, des manifestations, des grèves qui respectent
l'ensemble de notre démocratie. Est-ce que vous ne craignez pas une forme d'insurrection, Thibault Langsade? Non, il ne faut pas la souhaiter. Non, je ne la souhaite pas. Je dis... Non, mais j'ai bien compris, Jacques Bourdin. Non, mais la logique des choses, et on verra si elle s'avère ainsi, c'est qu'à partir du moment où la loi est votée, les syndicats dits réformateurs prendront acte du fait que la loi est passée. Et donc, Laurent Berger l'a déjà laissé entendre. Vous pensez ? À partir de ce moment-là, il devrait y avoir une forme de désolidarisation sur les mobilisations menées. Je ne retire rien sur les arguments posés. Un syndicat qu'on peut qualifier de réformateur. En tout cas... Alors, qu'en pensez-vous à l'UNSA ? À la minute où je vous parle, ce qui est important, c'est l'unité des organisations syndicales. Oui. C'est la première fois depuis 30 ans que les organisations syndicales réunissent ensemble autant de monde dans la rue, autant de monde dans différentes actions et sur autant de jours. Nous allons donc ensemble continuer à analyser la situation et nous déciderons ensemble des réponses que nous apporterons. Mais si vous désunissez, imaginons... Je n'ai pas envie d'imaginer. Non, mais ça, en tout cas, on ne va pas faire de la politique fiction. En tout cas, que l'après n'est pas clair. Néanmoins, je ne veux pas faire de politique fiction. Il y a des faits et des signes. Je le redis ici. Oui. Emmanuel Macron retire le texte. C'est terminé. Oui, ça, c'est terminé. J'ai dit Emmanuel Macron pour ne pas dire le gouvernement. Regardons ce qui s'est passé hier. Bon. Hier soir, il y a eu déjà des modifications. Oui. Il pourrait y en avoir d'autres. Retirer, Madame Borne, l'article 7 et les manifestations s'arrêteront. Bon. Oui. En fait, chacun est dans son rôle dans la démocratie. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, en l'occurrence, ont des positions un peu différentes, mais les syndicats sont unis. D'abord, respect à tous les Français qui manifestent et où il n'y a pas la pagaille. Ça, c'est très important. Oui, ça, mais je dirais que la phase manifestation, dès lors que le texte est voté par les deux chambres, le rôle du syndicat, c'est de repartir sur d'autres sujets. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est le politique qui reprend la main. Et la main, c'est quoi? C'est l'alternance éventuelle. Et c'est donc aller chercher dans le champ politique, si les gens sont pas contents, une alternance avec un leader, un programme. C'est ça la démocratie. Thibault Langsade. Ben oui, c'est pour ça qu'une fois que la loi est votée, la logique voudrait qu'ils prennent acte, après que la mobilisation dans les idées continue, avec des propositions, mais la mobilisation doit prendre fin à partir du moment où le Parlement souverain a voté la réforme des retraites. Je vous rappelle que le 7 mars, en admettant que le Parlement vote, ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, en tout cas on le verra vendredi, en admettant que le Parlement ait donné d'une façon ou d'une autre un avis favorable à ce texte, le texte continue au Sénat et au mois de mars, le débat parlementaire va continuer. Et donc nous continuerons à faire pression sur le Parlement, en l'occurrence le Sénat, pour que ce projet ne soit pas voté. En bloquant le pays ? En bloquant le pays le 7 mars, et nous verrons pour la suite. Et les jours suivants ? Nous verrons pour la suite. Oui, parce que c'est là où la dissension pourrait apparaître au sein des organisations syndicales. Ce jour-là, le soir du 7 mars, peut-être, je ne sais pas. D'une approche démocratique, c'est quand même malheureux que dans ce pays, on attende soit que l'Arc de Triomphe soit tagué, soit qu'il y ait un mort dans les manifestations, soit que ceci, soit que cela, pour qu'on se dise il faut écouter le mouvement populaire qui s'exprime dans la rue. C'est quand même un problème. Est-ce que c'est la rue qui gouverne? C'est évidemment pas la rue qui gouverne, mais c'est le président qui écoute. Mais d'accord, mais ce n'est pas. C'est-à-dire que chaque manifestation dans la rue, ce n'est pas. On est en 2023. Depuis le début de la réforme, il y a entre 50 et 70% des Français qui se disent opposés. Ça doit ouvrir quand même les écoutilles du président. Et la totalité des organisations syndicales ont dit au gouvernement qu'ils n'étaient en désaccord avec cet allongement de l'âge légal. Donc je crois que il faut redire ce qui a été dit. Nous sommes sur une discussion pendant un certain temps avec le gouvernement qui ne nous a pas entendus et nous lui avons dit, et personnellement je l'ai redit à Stanislas Guerini, il n'était pas envisageable pour nous d'accepter un passage de 62 à 64 ans. Je peux argumenter pourquoi encore plus dans la fonction publique. Qui est le ministre de la fonction publique. Tout à fait. Oui. Mais est-ce qu'en France on peut faire des réformes profondes et structurées qui sont populaires? Est-ce qu'on peut réformer
en ayant toujours des mesures populaires. C'est un vrai sujet. C'est pas la première fois qu'on aura une mesure impopulaire qui s'avère nécessaire pour le pays. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire pour ça vous le dites sur le moment. Sur l'avenir du système par répartition en France. Je vous dis le contraire, mais c'est un vrai débat. Et donc on verra dans les années à venir si cette réforme était pertinente, et je pense qu'elle l'est profondément. Et donc c'est un vrai sujet. Cette réforme n'est pas populaire, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'elle est nécessaire. Et les Français l'apprécieront dans le temps, quand ils comprendront qu'on peut préserver leur système de protection sociale. Et c'est ça dont on parle. Je pense que la façon dont c'est expliqué est probablement mal expliquée. En tout cas, j'ai la présomption de le croire. Tout ceci conduit à préserver un système unique au monde qu'est notre système de protection sociale. Mais je pense qu'on parle de quelque chose qui n'est pas... Vous partez d'un postulat qui n'est pas juste. Non. Le postulat qui n'est pas juste, c'est lequel? C'est le fait de dire on a besoin de faire une réforme aujourd'hui, dans une réforme qui touche l'âge. Je vous redis, ce postulat, pour nous, organisation syndicale, pour moi, pour l'UNSA Fonction publique, n'est pas juste. On pourrait tout à fait réfléchir à comment améliorer la possibilité pour les seniors de travailler. Non, mais ça, c'est votre point de vue. On pourrait accompagner autrement, de façon à ce qu'il y ait plus de rentrées de cotisation. Et il y a un aspect que j'avais abordé on ne va pas l'aborder là, puisque ça y est, on a fini notre débat, mais c'est le montant des pensions de retraite, qui est sous-jacent à cette réforme et qui est un problème parce que les pensions de retraite s'érodent d'année en année dans ce pays. Bien, merci messieurs d'être venus nous voir. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio, merci. Allez, nous allons continuer à parler de la réforme des retraites, puisque je vais recevoir le député communiste Sébastien Jumel à 12h05. Tiens, nous allons voir un peu où en est la NUPES là, parce que les dissensions apparaissent petit à petit au grand jour. Il est 11h56, à tout de suite.